étoiles, je les ai vus, voilà, ils sont ici, la société Tyrix Aerospace. Renaud Piolet, M. Schwierzinski, s'il vous plaît. Alors, on a bien le format en tête, 15 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses. C'est entendu, c'est parti, simplement. C'est tout en mer, je vais passer au slide suivant, vous avez vu. Voilà. Ok, bah déjà, je tiens à remercier Moustapha Kadbari du Centre d'études et d'essais sur le modèle autonome et puis Hubert Béranger du groupe Pegasus sur l'initiative de cet événement et qui nous offre aujourd'hui l'opportunité de présenter notre système. On fera une présentation en deux parties. Donc pour ma part, je vais vous parler de notre ambition au sein du groupe Tyrix et plus particulièrement sur le vecteur, qui, comme vous allez voir, est un drone à volant fixe. Et ensuite, je laisserai Frédéric, mon confrère et ami, présenter particulièrement la charge utile qu'on souhaite intégrer à terme sur l'appareil. Alors très succinctement, un rapide tour d'horizon qu'on a fait à l'époque, il y a 2 ans, simplement pour expliquer notre positionnement, c'est-à-dire sur le monde du drone civil, on s'est aperçu que finalement il n'y avait pas de vecteur ou d'offre qui répondait à un certain nombre de besoins, c'est-à-dire transporter quand même un poids relativement conséquent sur des longues distances. On voit aujourd'hui des appareils qui existent et qui, notamment sur des voilures tournantes, permettent d'emporter du poids, mais sur des distances relativement faibles. À l'inverse, on voit aussi des voilures fixes qui font de la distance, mais qui embarquent pas énormément de poids. Notre objectif a été finalement de concilier ces deux contraintes et d'essayer d'offrir au monde civil, et donc par extension sur des activités duales, donc sur les cinéo-étatiques, un vecteur qui puisse et emporter du poids et faire de la distance. Donc on a créé ce système qu'on appelle Argo Drone, privilégiant une interface qui soit la plus modulaire et la plus évolutive possible, afin d'intégrer différents types de charges utiles et de s'adapter, je dirais, particulièrement aux missions, sachant qu'on considère qu'un drone en tant que tel ne sert à rien, si ce n'est d'être un système d'aide à la décision qui donc doit répondre à des besoins très particuliers et donc être nécessairement adapté à son usage. Notre ambition à travers la société est de proposer l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire depuis la captation de l'image, la captation de l'information, le rapatriement au sol, le traitement, l'intégration dans un CIG ou dans un système de base de données, ensuite une analyse qui doit permettre à l'opérateur final de tirer des décisions qui s'imposent. C'est une structure qui a été créée il y a 2 ans environ, on est basé sur Avignon, sur l'aéroport d'Avignon, au sein de la Technopole Pégase, et dans une logique où on est parti du principe qu'il y avait déjà sur le marché un certain nombre de briques technologiques qui existaient et qui étaient tout à fait efficaces, donc inutile pour nous de repartir de zéro, mais plutôt d'essayer de rassembler ces différents savoir-faire, ces différentes expertises, pour essayer déjà de gagner du temps, puisque le marché des drones est un monde qui va très très vite, et de s'entourer, je dirais, des meilleurs. Donc à ce titre, nous avons acheté un brevet qui historiquement a été développé en France par un ingénieur français qui s'appelle Lucien Cabrol, qui a mis une trentaine d'années à développer cette aile si particulière que vous avez pu voir sur le vecteur qui est présent sur votre stand, qu'on appelle l'aile bouclée. C'est une aile qui, sans dévoiler trop de secrets, nous permet d'emporter plus de poids, donc d'augmenter la portance, si vous voulez, de réduire la traînée, donc de réduire la consommation globale de l'appareil. C'est un développement qui s'est fait de manière empirique et bon ingénieur que je suis, je dirais qu'une expérience, c'est déjà probant, mais c'est encore plus satisfaisant quand on confirme ça par la théorie et par une approche scientifique. Donc nous sommes aujourd'hui accompagnés par l'École des mines de Paris sur la simulation numérique et sur des essais en soufflerie qui confirment les résultats de l'expérience et donc le fruit du travail issu des différents aéromodèles qui ont volé, sachant qu'on a déjà mis en œuvre un certain nombre d'appareils jusqu'à 6,30 m d'envergure sur cette technologie. Donc c'est une aile qui est aujourd'hui totalement maîtrisée. Il y a également des ULM qui ont été mis au point avec des pilotes à bord. Donc je dirais qu'on n'a pas de doute sur les performances finales. On est également accompagné par le CNRS à Marseille sur les essais structurels qu'on a pu faire, puisque c'est un appareil qui mixe différentes technologies, que ce soit du composite, que ce soit de l'aluminium ou encore d'autres types de matériaux, qui nous paraissait important également de rompre, je dirais, la structure à différents essais dans une logique véritablement aéronautique.
Donc le vecteur en particulier, c'est un appareil qui fait 5 mètres d'envergure qui, par défaut, s'inscrit dans la catégorie F de la réglementation civile, c'est-à-dire qu'il est plafonné à 150 kg. Alors les choses seront probablement remises en question l'année prochaine, puisque ce qui est pressenti sur le monde des drones, qu'il va y avoir une dichotomie entre les appareils qui ont pour velléité de s'insérer dans la circulation aérienne et qui seront de fait gérés sous tutelle de l'EASA, par opposition à des vecteurs plus petits qui resteront dans des espaces de vol inférieurs à 500 pieds et qui pour eux resteront soumis sous tutelle du DGAC. Donc nous on a bien pour velléité de s'insérer dans la circulation aérienne générale. Donc cette limite des 150 kg est une limite qui aujourd'hui est réglementaire. Techniquement on peut emporter plus de poids que ça, donc avoir une MTOW qui dépasse ces 150 kg, sachant que l'appareil aujourd'hui fait à peu près 100 kg et la charge utile que nous pouvons embarquer aux alentours de 50 à 60 kg. Toujours, attention, une contrainte réglementaire. On est propulsé par un moteur rotatif qui fait 40 chevaux, qui là aussi a été mis en œuvre déjà depuis une quinzaine d'années sur des appareils militaires américains. Donc je dirais qu'on bénéficie d'un certain retour d'expérience et une certaine fiabilité sur ce moteur. L'avantage de ce moteur qui est rotatif, c'est déjà de générer relativement peu de vibrations, d'être aussi relativement peu lourd, compact, par opposition, je dirais, à une technologie classique du cylindre ou autre. On réfléchit dès aujourd'hui, puisqu'on a eu un certain nombre de demandes sur des technologies soit hybrides, c'est-à-dire propulsion électrique, soit sur des technologies diesel. On est toujours en attente d'un moteur qui puisse être relativement léger et offrir 40 à 50 chevaux sur du diesel sans peser 40 à 50 kg. On intègre un parachute de secours, on s'inscrit aussi là aussi dans une logique aéronautique puisqu'on a intégré une redondance des calculateurs de vol qui s'intersurveillent 2 à 2. Et étant donné que pour l'instant les premiers vols n'ont pas été faits avec ce vecteur en particulier, on anticipe une autonomie de 5 à 10 heures basée sur 60 litres de carburant qui sont déjà intégrés à bord de l'appareil. Alors l'ensemble du système et de la chaîne, si vous voulez, vous retrouvez en haut à gauche le vecteur avec la charge utile qu'on présentera un peu plus précisément dans quelques instants. On a pris le parti de dissocier la station sol de pilotage de la fonction véritablement utilisateur final, puisque l'opérateur charge utile, ou en tout cas la personne qui est intéressée par les datas n'est pas forcément pilote et réciproquement. Donc on a bien 2 postes de commandement dissociés, sachant que l'opérateur de la charge utile peut avoir une interaction avec l'appareil, mais ça ne passera nécessairement que par le pilote qui gardera l'autorité sur le vecteur. Ça nous paraît tout à fait je dirais, raisonnable d'un point de vue sécuritaire. Étant donné qu'on souhaite s'insérer dans la circulation aérienne et que notre vecteur a quand même cette capacité d'emport, on souhaite intégrer à terme tout ce qui est système qu'on peut retrouver sur l'aviation générale, c'est-à-dire transpondeur, VHF pour communiquer avec les espaces aériens qu'on traverse, ainsi que des systèmes, je dirais, plus dédiés au monde des drones, tels que le Sense and Avoid, qui est un des nerfs de la guerre pour l'insertion des aéronefs non pilotés dans les espaces aériens. On est en contact avec un certain nombre de personnes là-dessus. De la même manière que sur l'ensemble des systèmes, on ne se considère pas plus spécialiste du Sense and Avoid que d'autres, donc je dirais qu'on intégrera les systèmes qui seront probablement certifiés par la DGAC ou par d'autres entités. En termes de planning, les premiers vols de l'appareil auront lieu en T2 2015. Ensuite, progressivement, je dirais des essais d'intégration, des essais sol, qui devraient nous amener à intégrer les différents modules de pilote auto tout au long de l'année 2015 afin d'aboutir à une production des premiers appareils en 2016. C'est un planning qui est ambitieux mais qui semble relativement réaliste vis-à-vis du retour d'expérience et surtout de l'expertise dont on est entouré aujourd'hui au sein de l'ONU. Alors les usages, vous l'aurez compris, on est quand même très tourné vers l'observation linéaire, l'observation de surveillance de grandes zones, de grande surface, particulièrement adapté sur tout ce qui va être ouvrage de grande longueur, puisqu'on a une vitesse d'observation de l'entour de 100 km/h. Les vitesses basses qui aujourd'hui ont été mesurées entre 50 km/h et une vitesse de 100 km/h, sur des aéromodèles qui font 80 kg et qui sont propulsés par des moteurs qui sont beaucoup moins puissants que le nôtre, donc on est tout à fait confiant quant aux caractéristiques de vol de notre appareil. Et donc particulièrement dédié à tout ce qui est la surveillance de pipeline, réseau électrique, frontières,
je dirais des usages où aujourd'hui, soit l'hélicoptère intervient, soit un certain nombre d'ULM ou d'appareils plus gros. Et je pense qu'on offrira une certaine complémentarité par rapport à ces vecteurs, notamment dans la répétabilité des opérations, qui peuvent être de temps en temps fastidieuses, et aussi par la durée des missions qu'on va savoir couvrir de par l'autonomie de l'appareil. Je vais passer la main à Frédéric pour détailler la charge d'étude. Je répondrai avec plaisir, il y a des questions après. Oui, bonjour, donc Société ASA, nous sommes basés sur Marseille et nous avons été retenus pour travailler justement sur une charge utile adaptée au faible poids porté par les drones. Donc l'idée était de partir par rapport aux systèmes existants aujourd'hui qui sont assez lourds avec des serveurs d'enregistrement et des systèmes de capture donc avec des poids conséquents pour pouvoir être embarqués sur des drones. Donc de créer un système totalement autonome qui s'occupait autant du processing que de l'analyse et de l'enregistrement, ainsi que de la possibilité d'avoir un stream pour avoir un retour sol. Donc comme je vous le disais, nous intégrons, là vous avez l'image par exemple d'un module unitaire, puisque la volonté c'est aussi de couvrir des marchés plus importants que celui des drones. Donc nous avons mis en œuvre les derniers capteurs d'un point de vue des spectres visibles et autres. Une gamme assez étendue concernant le type de traitement d'image, parce qu'on a une forte capacité de calcul embarquée. Une autonomie complète qui s'élève jusqu'à 2 Tera au sein même de chaque module, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déporter les systèmes d'enregistrement. Il existe, la caméra fonctionne toute seule. La possibilité pour pouvoir adapter justement le stream de l'image, d'avoir une compression intégrée, vous avez un serveur vidéo qui est intégré, ainsi que des batteries si nécessaire pour les systèmes autonomes. La volonté aussi pour que ce soit embarqué autant sur des systèmes drone que des vecteurs terrestres, que ce soit d'un point de vue naval. On a proposé une solution qui est beaucoup plus ouverte où on peut en fait switcher différents modules suivant les orientations demandées et suivant la mission à soutenir. Donc là vous avez un exemple avec 3, voire un quadrillage jusqu'à 9 caméras. Les avantages, c'est que le système par lui-même se suffit, donc beaucoup moins d'infrastructures à mettre en œuvre, que ce soit au niveau de l'installation et la possibilité de changer de spectre, une réduction des maintenances, ainsi qu'une adaptabilité avec les différents systèmes de capteurs existants sur le marché. D'autre part, si vous vous retrouvez à l'utiliser par exemple sur un système terrestre ou sur de grosses unités comme des bateaux ou de la plateforme pétrolière, vous avez la possibilité de vous connecter sur des réseaux, que ce soit de la fibre, ou d'adapter le flux vidéo si on se retrouve avec des systèmes verticaux. Donc les marchés visés, étant donné qu'on est sur plusieurs spectres, on va bien sûr de la sécurité pour tout ce qui est en cas de l'imagerie aéronautique, avec des orientations différentes, que ce soit sur de la fusion d'images ou simplement de l'orthophoto, du contrôle naval, tout ce qui est système anti-piratage, de la surveillance de trafic, de l'expertise de sites industriels, voire même jusqu'à des effets spéciaux, puisqu'on a des capacités assez importantes au niveau de la télécapteur. Voilà ce que ça donne au point de vue du horizon complet. Vous voyez que vous avez une partie caméra et ensuite les cartes de traitement et de stockage sur le dessous. Donc une gamme assez étendue qui nous permet de travailler sur le visible. À l'heure actuelle, nous montons jusqu'à 25 mégapixels avec une volonté jusqu'à 70 mégapixels et la possibilité ensuite de travailler aussi sur tout ce qui est souvenir infrarouge, UV ou capteur de nuit. Sur les caméras que vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul capteur d'associé, mais sur la même base de hardware, on peut se retrouver avec plusieurs types de capteurs. Tout dépend de la taille de l'image qui est générée. Je suis basé à Marseille, donc attention à ça. Merci, M. Jasinski, merci, M. Piolet. Merci également pour le timing, c'était parfait.
avez quelques questions dans la salle, on peut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions, tant sur le vecteur que sur la charge utile. Il faut savoir également que toute la société TRX et ASA ont un stand à côté où vous pourrez leur rendre visite par la suite. Bien. On a une salle figée par la température. Si on a un micro au fond à gauche, s'il vous plaît. Nous, on fournit un système de com par satellite et vidéo embarquée. Je voulais savoir, vous avez cité les missions de range de compris. Et par contre, je n'ai pas saisi le range que vous visez. Est-ce que vous visez le range qui nécessite des dizaines de millions de lines of score? Alors, la réponse, vous m'entendez, oui? Ça va être un peu une réponse de Normand parce que je dirais que ça va dépendre des fréquences qui nous sont attribuées. Aujourd'hui, sur les fréquences que nous avons négociées avec l'autorité militaire, on a un range, je dirais, de plus ou moins 40 km. Après, libre à nous de mailler un réseau au sol pour aller plus loin, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand on parle de range, c'est pas tellement la quantité de carburant et puis la consommation du moteur, c'est vraiment la capacité de garder le contrôle de l'appareil sur des longues distances, tout en pouvant rapatrier les informations au sol, soit en temps réel sur des nécessités de surveillance, soit avec un enregistrement et donc un post-traitement différé après un retour au sol. Donc il n'y a pas de réponse finalement, ça va dépendre des fréquences qui nous sont attribuées, de la puissance des missions et donc des antennes qu'on va faire mettre en place. Pour faire de la distance, il va nous falloir par défaut mailler un réseau au sol. On est en contact avec des aujourd'hui partenaires qui réfléchissent à des solutions d'antennes satellites plates. Il y a un projet de l'Agence spatiale européenne là-dessus. Bon, la techno n'est pas encore sur le marché, donc ça va prendre quelques années de développement. Ensuite, coût du prix et coût de l'accessibilité aux canaux pour rapatrier de l'information via du satellite sont des réponses qu'on aura dans les années qui viennent. Vous envisagez le satellite, mais pas pour tout de suite. Oui, absolument. Ouais. Le financement derrière, l'État finance dans le cadre d'un FUI ou d'un projet, ou comment est-ce que vous menez tambour battant ce projet qui est vraiment exceptionnel? Aujourd'hui, le financement, on est financé sur fonds propres par des personnes qui ont cru en notre projet, qui sont passionnées d'aéronautique, qui sont passionnées pour la boucler, pour ses performances et qui ont vu là, je pense, un vrai potentiel pour les années qui viennent. Donc c'est plus, je dirais, de la love money qui a investi dans ce projet-là et qui aujourd'hui nous permet d'avancer dans notre développement. Félicitations en tout cas parce que c'est un projet, je connais bien le monde du drone depuis une bonne quinzaine d'années, je suis épaté de ce projet, de cette dimension dans un petit pays comme le nôtre. Donc encore félicitations. S'il n'y a pas d'autres questions, on retrouvera TRX et ASA sur leur stand à côté. Monsieur Piolet, merci beaucoup. Monsieur Schwierzinski, merci également.